Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce 170e numéro du Journal de la Méditerranée est entièrement consacré à la mer Méditerranée et à son littoral. Vous allez le voir, la situation est parfois alarmante. Au large de l'Espagne, par exemple, les pêcheurs retrouvent dans leurs filets presque autant de plastique que de poissons. Ils participent désormais à la collecte et au tri de ces déchets. Nous nous intéresserons également à la protection du littoral. L'État a décidé de sévir. À Marseille, par exemple, des restaurants implantés illégalement sur des plages ont été purement et simplement rayés de la carte. Nous ferons également preuve d'optimisme en partant à la rencontre de scientifiques dans le Var. Ils se mobilisent pour préserver la faune et la flore de la Méditerranée. Mais avant de revenir plus en détail sur l'ensemble de ces titres, nous avons voulu nous intéresser de plus près à une étude de la WWF. Le Fonds mondial pour la nature a publié un rapport entièrement consacré à la mer Méditerranée. Et le résultat est préoccupant. L'Organisation de protection de l'environnement décrit une mer au bord du burn-out en raison du développement économique. Quand l'activité humaine fait des dégâts, c'est un récit signé Marion Gadea et Sophie Tallois. La Méditerranée regroupe à elle seule 10% de la biodiversité marine. Ce paradis bleu est fortement menacé par le développement économique, qualifié de croissance bleue par l'Europe. Premier danger, selon WWF, l'exploitation pétrolière et gazière qui pourrait augmenter de 60% d'ici 2020. Pour l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, les risques environnementaux sont réels. Il y a forcément des domaines liés à la croissance bleue qui seront plus impactants pour l'environnement que d'autres. L'extraction minière, par exemple, du milieu profond, ou bien les nouvelles énergies, l'aménagement des côtes, par exemple, c'est source de conflits et c'est source de pollution. Comme le souhaite l'Union européenne, l'aquaculture devrait plus que doubler dans les 15 prochaines années. Des prévisions là aussi inquiétantes, même si la France n'est pas en première ligne. La volonté de l'Europe, c'est surtout de développer des régions qui sont beaucoup plus au sud, comme l'Italie ou la Grèce, qui fournissent déjà d'ailleurs beaucoup le marché européen. Des zones d'exploitation très très larges, ça peut avoir des conséquences sur le plan environnemental, et donc il faut que le développement soit intégré, si j'ose dire. Également dans le viseur de WWF, le développement touristique avec plus 60% pour le transport maritime d'ici 2030 et 500 millions de visiteurs attendus. Si la pollution des eaux usées est mieux contrôlée, ce n'est pas le cas pour les métaux lourds et les déchets fatals à certaines espèces marines. En Méditerranée, en tout cas, on observe jusqu'à 90% de tortues qui ont ingéré des déchets. C'est quand même, on ne peut pas tellement faire plus. C'est majoritairement des déchets plastiques. Ça peut être, comme vous voyez ici, des sacs en plastique ou des petits morceaux en fait, de plastique qu'elles trouvent dans leurs aliments. La Méditerranée est aujourd'hui au bord de l'épuisement et la croissance des activités économiques sur cette zone s'apparente à un véritable Far West selon WWF. L'association appelle donc à une concertation pour créer une économie durable et éviter l'asphyxie de cette mer semi-fermée. Oui, des chiffres effrayants, un constat alarmant et des questions nombreuses. La mer Méditerranée est-elle en danger ? Si oui, peut-on encore la sauver ? N'est-ce pas trop tard ? Comment faire ? Pour nous apporter des éléments d'explication et nous permettre d'analyser la situation, notre invité est chargé de mission environnement auprès de l'association Surfrider Foundation Europe, une ONG qui se bat pour la protection des mers. Sarah Hatimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous interroger, je vous propose de voir un reportage absolument saisissant. Vous allez le voir, au large de l'Espagne, les pêcheurs ramènent dans leurs filets des poissons, mais aussi des déchets, beaucoup de déchets. Les pêcheurs de plastique, c'est un reportage d'Anthony Joly et d'Éric Mézy. Villajoyosa, au sud de l'Espagne. Malgré la pluie et le vent, l'équipage de ce chalutier prend la mer. Il est 5 heures du matin. Attention, tombe pas. Accroche-toi. Les pêcheurs jettent leurs filets tout près des côtes. Dans quelques heures, ils savent qu'ils y trouveront des sardines, des fruits de mer, mais aussi des choses qui n'ont rien à faire dans les profondeurs. Après avoir raclé le fond de la mer avec leurs filets pendant 7 heures, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez. Regardez-moi ça. Des déchets, partout, coincés entre les poissons et les mailles du filet.
Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs. Une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Bilan, 80 kilos de poissons et 20 kilos de plastique. Des déchets jetés le long des routes et qui, avec la pluie et le vent, ruissellent ensuite vers la mer. Les pêcheurs vont perdre une demi-heure à trier et isoler les poissons, qui malgré cette pollution restent comestibles. Geronimo Célès est écœuré. Ça fait au moins 1 an que c'est en train de tourner dans l'eau. Regarde, c'est tout pourri autour. Tout ça pourquoi? Jusqu'à l'année dernière, des pêcheurs rejetaient en mer les déchets qu'ils trouvaient. Mais aujourd'hui, une entreprise de recyclage leur demande de les mettre de côté dans cette poubelle. Le tri des pêcheurs est bénévole, mais la démarche permet de redorer leur image. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas réellement si mauvais que certains écologistes peuvent le croire. Eux, ils pensent que l'on détruit en pêchant, alors qu'on nettoie aussi. Et on régénère le fond marin. Plus de 150 marins espagnols acceptent de jouer les pêcheurs éboueurs dans la région. 33 tonnes ont ainsi été pêchées ces 7 derniers mois. Ces déchets sales, rouillés, ont pourtant encore une valeur. Une fois déposés dans ces containers, ils vont être recyclés. Les détritus sont transportés par camion dans cette immense usine de traitement de déchets. 250 tonnes arrivent ici chaque jour. Les déchets issus de la mer sont posés sur ce tapis. Il va sélectionner ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Sous cette lumière, la machine détecte le type de matériel. Elle aspire seulement le polyéthylène, ce que l'on peut recycler, et rejette le reste. Ainsi, sur les 33 tonnes de déchets pêchés, seuls 10% vont pouvoir être recyclés, principalement les bouteilles en plastique. Le plastique est nettoyé, puis broyé dans cette machine, pour finir en copeaux de quelques millimètres. Mais le périple de ces plastiques issus de la mer n'est pas terminé. Direction Gérone, à 450 km. Cette entreprise est spécialisée dans la filature. Le plastique fondu à haute température est transformé en petits filaments. L'entreprise a dû adapter certaines de ses machines, car les plastiques issus de la mer sont souvent dégradés et plus difficiles à filer. On a reçu déjà 15 tonnes de plastique de la mer et on en a déjà filé 5 tonnes. Pour le moment, les produits de la mer représentent un petit pourcentage de notre activité, mais notre intention, c'est que ça augmente, car l'idée est bonne. Et tout au bout du processus, voici ce que les plastiques pêchés en mer peuvent devenir. Un anorak, un t-shirt ou un sac à dos. La marque qui commercialise ces vêtements envisage même de présenter une collection entière faite de déchets de la mer. Ce sera au mois de juin prochain en Italie. Alors le recyclage des déchets plastiques retrouvés en mer, une solution selon vous, Sarah Hatimi? Alors effectivement, le fait de recycler les déchets qui sont trouvés en mer est une solution. Nous, on insiste sur une autre solution qui est le fait de ne plus envoyer de déchets en mer. C'est la réduction des déchets à la source. Donc on travaille plus sur cet axe-là que sur l'axe du recyclage, mais bien sûr que le recyclage est une solution. Alors justement, peut-on dire aujourd'hui que l'activité humaine fragilise la mer Méditerranée au point de la mettre en danger ? Effectivement, aujourd'hui, tous ces déchets proviennent bien de l'activité humaine, soit parce qu'ils ont été rejetés en mer, mais aussi parce qu'ils ont pu être rejetés dans une ville ou en montagne et être drainés par l'eau jusqu'à nos mers et nos océans. Donc aujourd'hui, on voit bien que ces déchets-là sont issus de l'activité humaine. Donc, l'activité humaine fragilise clairement notre mer Méditerranée et il est temps de s'en rendre compte et de faire en sorte que... Il est temps de s'en rendre compte, vous dites, mais comment changer la donne? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, il y a plein de solutions pour changer la donne. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, comme on disait, il est temps de se rendre compte, donc faire en sorte que les citoyens se rendent compte de cette pollution-là, c'est une première chose. Et ensuite, les solutions sont simples et sont faciles à mettre en œuvre au jour le jour. Et vous organisez, vous, par l'intermédiaire de Surfrider, des opérations de sensibilisation, par exemple ?
Tout à fait. Donc, on organise des opérations de sensibilisation qu'on appelle les initiatives Océane, qui nous permettent non seulement de sensibiliser le grand public, mais aussi de les intégrer dans un processus de sciences participatives et qui nous permet ensuite à nous d'appuyer toutes nos actions de lobbying au niveau de la Commission européenne et de faire en sorte que les législations évoluent et permettent une meilleure prise en compte des déchets et une meilleure réduction à la source de ces déchets. Sarah Attini, vous restez avec nous. Après la problématique des déchets plastiques, parlons du littoral et de sa protection. Durant des années, des restaurants se sont implantés sur des plages en infraction avec la loi. L'État a décidé de réagir et de remettre de l'ordre. À Pamplonne, mais aussi à Marseille, les pelleteuses ont investi les lieux. Le nouveau visage du littoral, c'est un reportage de Lorraine Dublin et Stéphane Guimau. Elles sont le joyau de notre littoral. Des plages immenses et sablonneuses. Des criques isolées, presque cachées. Mais saison après saison, nos plages ont été grignotées par les commerces et restaurants. Alors depuis quelques années, l'État a décidé de reconquérir ces espaces naturels pour les rendre aux baigneurs. À Marseille, le travail a commencé il y a bientôt 10 ans. Les pelleteuses sont en action sur la plage des Catalans, une plage située en plein cœur de la ville. 2 restaurants viennent d'être démolis. Il y avait 2 restaurants qui, en infraction avec les règles du domaine public maritime, étaient des constructions en dur. On peut avoir sur le domaine public maritime des activités de restauration rapide ou de matelas, mais ce doit être des installations démontables uniquement. Ces 2 restaurants, les voici, avant leur destruction. Ils étaient là depuis 50 ans. Problème, cette plage appartient à l'État, c'est ce que l'on appelle le domaine public maritime. Et les constructions en dur y sont tout simplement interdites. La loi vient donc d'être appliquée, avec des décennies de retard. Marseille est une ville qui a parfois une population importante en deçà du seuil de pauvreté. Et c'est ce poumon du littoral marseillais est certainement la seule occasion pour les Marseillais de profiter des plaisirs de la plage. 2 établissements rasés, ce sont 350 mètres carrés de plage libérée. Un argument qui ne convainc pas toujours les Marseillais. Je suis née ici et j'ai vu ce joli cadre depuis toute petite. Et là, c'est vrai que ça fait un choc de voir cette démolition. C'est un peu une histoire du quartier qui s'effondre. C'est ancré dans la vie des Marseillais. Ouais. La plage des Catalans et le restaurant Calypso, ça allait avec. Voilà, comme tant de choses. Mais c'est dommage qu'on ait cassé un peu ce mythe, quoi. Bon. Après, c'est sûr qu'on améliore le littoral, mais je pense que c'était bien aussi avant. On trouve que c'est bien que ça soit démoli. Hein. On gagne de la place pour la plage. Et puis aussi l'ensoleillement, parce que c'était un peu haut, quoi. Depuis 2007, 4 autres établissements ont aussi été rasés. Cabanon, discothèque, paillotes, le littoral marseillais fait peau neuve. L'année prochaine, ce sera au tour de ce restaurant installé sur la plage de la Pointe-Rouge depuis 22 ans. Cette partie-là fait partie du restaurant, mais certainement en partie sur domaine public et maritime. On ne sait pas encore sous quelle forme. Et ici ? On est carrément sur domaine public et maritime. Les 2 parties seront détruites à partir du 1er janvier 2017. Il ne restera plus que la partie du bar, c'est-à-dire les 100 mètres carrés de mur. C'est problématique pour vous ? On ne peut plus travailler. 8 à 10 personnes pourraient être licenciées. Tous les restaurants et activités de plage vont-ils alors totalement disparaître de nos bords de mer ? Dans le département voisin, sur la commune de Ramatuelle, voici l'une des plages les plus célèbres au monde. Pamplonne, 4 km de sable blanc, entre mer et vigne. Depuis que Brigitte Bardot y a tourné le film « Et Dieu créa la femme », c'est toute la jet-set qui a défilé sur cette plage. Et les paillotes ont fini par s'y implanter, durablement. Mais là encore, c'est illégal. Alors d'ici 2019, les 27 établissements devront être détruits. Seuls 23 pourront reconstruire une structure, démontable chaque hiver. Les restaurateurs, eux, craignent de perdre une partie de leur clientèle. Nous sommes quand même une manne touristique hyper importante.
Donc on va nous demander de réduire nos établissements, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les établissements qui vont rester vont être hyper réduits et on ne pourra plus accueillir le tourisme comme on le fait aujourd'hui. Problème, où s'arrête le domaine public maritime? Ce n'est pas toujours très clair. Sur la plage de la Mala, à Cap d'Aille, l'une des plus belles de la Côte d'Azur, le sort de ces cabanons centenaires et de ces restaurants est en suspens. Une bataille s'est engagée pour savoir où se situe la limite du domaine public maritime. Dans la loi, c'est là où la mer monte le plus haut. À l'évidence, les bâtiments ne sont pas concernés par même les tempêtes. Lorsque la mer est dans son état même normal, même avec une mer agitée, les vagues ne viennent pas s'écraser sur les bâtiments en question. Cette plage est aujourd'hui classée espace remarquable. En cas de destruction, aucune structure, même démontable, ne pourra être reconstruite. Sarah Hatimi, l'application de la loi littorale est-elle une bonne chose et ne risque-t-elle pas d'avoir de lourdes conséquences sur l'économie, sur le tourisme ? Alors, l'application de la loi littorale est une bonne chose. C'est une loi qui avait été prise il y a quelques années pour certaines raisons de protection du littoral, mais aussi de partage de cet espace littoral avec tout le monde, que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, effectivement, comme le montrait le reportage, il va y avoir des conséquences économiques et desquelles on ne peut pas vraiment se passer s'il y a destruction de tous ces restaurants et établissements de plage. Alors l'ONG pour laquelle vous travaillez, Surfrider Foundation, se bat justement pour la préservation du littoral. Mais quelles actions concrètes menez-vous ? Alors dans le cadre de l'artificialisation du littoral, aujourd'hui, on travaille beaucoup justement en lien avec la problématique du changement climatique et de la mise en sécurité des personnes et des biens qui sont construits trop proches de la mer. Donc, on travaille à des projets justement d'acceptabilité, de recul stratégique. On travaille à la mise en place d'une concertation avec les autorités publiques pour faire en sorte que tout ça se passe au mieux pour tout le monde. Et ces projets, ce travail, est-ce qu'ils voient le jour sur le terrain ? Petit à petit. Pour l'instant, on sort petit à petit des phases de réflexion et ça devrait se mettre en route très prochainement. Alors malgré tout, des actions sont menées par des scientifiques pour tenter de préserver la faune et la flore de la Méditerranée. On en reparle dans un instant avec vous, Sarah Hatimi. Auparavant, je vous emmène sur l'île des Ambiers dans le Var. Ici, un centre océanographique étudie de très près différentes espèces, souvent les plus fragiles ou en voie de disparition. L'idée, tout faire pour préserver les richesses de la nature. L'homme au chevet de la Méditerranée. C'est un reportage de Manuel Tissier et Lise Itreux. Vue des côtes françaises, la Méditerranée offre des paysages de rêve, en surface, comme dans ses profondeurs. « 10% des espèces marines connues vivent encore dans les eaux de cette mer semi-fermée. Poissons, coraux, crustacés. Mais cette population est en danger. Les déchets urbains rejetés par les stations d'épuration, ou la pollution, celle des touristes ou des habitants, elles font peser un risque majeur sur son avenir. La Méditerranée serait au bord du burn-out, l'épuisement de sa biodiversité. Et à son chevet, Pierre Boisserie de l'Agence de l'eau. Les ports de plaisance sont au cœur de ses préoccupations. Sur l'île des Ambiers, près de Toulon, 750 bateaux, 100 000 en Méditerranée française. Avec le directeur d'un laboratoire privé, Pierre Boisserie supervise la restauration écologique de ces sites dégradés. Typiquement, là, tu vois, on est sur un dispositif où on n'a plus d'herbier, on n'a plus de cachette, on n'a plus d'habitat et en plus on a des quais qui sont très droits et rectilignes, ce qui fait que la fonction des petits fonds qui consistait à avoir des cachettes et des abris, elle est complètement perdue. Et pour repeupler ces fonds, un centre océanographique a vu le jour sur l'île. Les scientifiques y observent les espèces les plus fragiles, comme les hippocampes. Objet de toutes les attentions. C'est une ferme marine expérimentale. Dans ces sacs,
la nourriture des oursins d'élevage. Les hérissons des mers comestibles seront peut-être un jour cultivés en bassin. Ce qui est en baisse et qui pose problème, c'est la ressource, pour les professionnels de la pêche en particulier. Donc la ressource en oursins est en diminution par rapport à ce qui existait il y a quelques dizaines d'années. Préserver les ressources, c'est aussi la priorité sur la Côte Bleue, 100 km plus à l'ouest. Dans ces réserves, entre Martigues et Marseille, la Méditerranée est un sanctuaire. Il y a 20 ans, il était urgent d'agir face à l'appauvrissement de la biodiversité. La réglementation, c'est une interdiction totale de la pêche, donc de la pêche de loisirs ou de la pêche professionnelle. L'interdiction du mouillage des bateaux, donc de la pose des ancres, et puis l'interdiction de la plongée avec bouteille. 210 hectares d'un paradis pour les poissons et les chercheurs. Ils comptent, observent et mesurent. Ici, depuis 10 ans, le poids des poissons a été multiplié par 3. Dans ces récifs artificiels, la faune peut s'épanouir, se reproduire. Une cinquantaine d'espèces s'égayent dans des eaux claires et propres. Et les pêcheurs du petit port de Carreau ne s'en plaignent pas. Quand ils quittent leur sanctuaire, les poissons peuvent garnir leurs filets. Ils ont été associés au dispositif. Mais cela n'allait pas de soi. Au début, on était réticents, il faut être honnête. On l'a pris déjà parce que ça prenait une partie d'une zone. Comme vous savez qu'on ne pouvait plus pêcher. Mais depuis une période d'années, on voit des espèces qu'on ne voyait plus depuis longtemps, quoi, je veux dire. Des mérous, des cigales de mer, des langoustes, des rougets. Ici, les retours de pêche ont changé de visage depuis 10 ans. Les cagettes ont pris du poids. Baudroie, rouget, rascasse, langoustes et des poulpes géants, dont la taille impressionne les petits habitants de la Méditerranée. D'après ce qu'on entend, c'est en péril, mais si on leur apprend les bonnes choses, peut-être que la génération de demain, ils seront là à conserver un peu. Voilà. En France, la protection de ce trésor commence à porter ses fruits. Mais ce n'est encore qu'une goutte d'eau dans la Méditerranée et c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Sarah Attimi, voilà qui est rassurant, des hommes qui se mobilisent pour sauver la Méditerranée. Tout n'est donc pas perdu ? Ah non, bah non, et tout n'est pas perdu. Et comme on a vu dans le reportage, il y a des zones de protection qui donnent des bons résultats, comme en témoigne le pêcheur, qui était plutôt négatif au départ et qui finalement se rend à l'évidence de la bonne chose qu'est une réserve. Alors justement, dans le sujet de la protection de la faune et de la flore de la Méditerranée, quelles actions à venir pour Save Rider Foundation, l'ONG pour laquelle vous travaillez ? Alors nous, aujourd'hui, le travail sur la biodiversité elle-même, on le fait de manière indirecte puisque notre travail, c'est la lutte contre tous les types de pollution. Donc nos prochaines actions, ce sera de continuer à lutter contre les pollutions, déchets aquatiques, pollution chimique, pollution bactériologique, tout type de pollution. Et alors, comment vous allez faire concrètement sur le terrain ? Alors on va continuer à faire ce qu'on fait depuis 25 ans, puisque l'association a 25 ans. On va continuer avec nos laboratoires d'analyse bactériologique complémentaires qui permettent d'avoir une information sur la qualité de l'eau des zones d'activité nautique. On va continuer à lutter contre les déchets aquatiques avec les initiatives Océane qui continueront encore en 2016 à permettre la sensibilisation de nombreuses personnes et ainsi de suite avec l'ensemble de nos actions. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vous aident pour mener à bien ces projets ? Oui, on a aujourd'hui sur le territoire européen 36 antennes de bénévoles, donc 36 groupes de bénévoles locaux qui nous permettent de mettre en place des actions au plus proche des problématiques et de quadriller un territoire européen de manière assez complète. Et si vous aviez un message au nom de Save Rider à faire passer aujourd'hui, lequel serait-il ? Je dirais à tous les gens qui aiment la mer et l'océan qu'il faut protéger ce qu'on aime.
Sarah Attimi, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce magazine entièrement consacré à la mer Méditerranée et à son littoral. Merci à vous. Et si vous souhaitez revoir ce magazine dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. N'hésitez pas à laisser vos remarques ou vos suggestions. Nous avons donc pris le pouls cette semaine de cette mer semi-fermée qu'est la Méditerranée, assistant à des scènes parfois inquiétantes, mais l'initiative de certains nous permettent de rester optimistes. Quittons-nous avec cette belle image indissociable de la Méditerranée et essentielle à la vie, le sel. Ici, le salin d'Aigues-Mortes dans le Gard ouvre ses portes au public. Et les visiteurs peuvent alors gravir cette montagne de sel haute de plus de 20 mètres, et découvrant alors un panorama unique. Une idée de sortie en cette période de vacances scolaires. À la semaine prochaine.